Parfait. Je vais demander aux intervenants d'être sérieux et de s'asseoir. Ils parleront chiffon après la conférence. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par... D'abord, vous avez vu l'objectif de la conférence. Hein. On va parler globalement de tout ce qui est digital dans la relation client, avec des solutions innovantes, puisqu'on a la chance d'avoir deux spécialistes sur le plateau. On a tout d'abord François Le Tanner, qui nous parlera de son application et de son entreprise, qui gère plutôt les aspects de fidélisation. Voilà. Et on a Damien, qui a un autre métier, qui lui est un spécialiste de l'achat d'espace sur mobile. Vous savez qu'aujourd'hui, faire de la publicité, ça devient stratégique de le faire sur mobilité. On va voir pourquoi dans 2 minutes. Et donc Damien est broker en display mobile. Il vous expliquera ce qu'est son métier. Mais surtout, ces deux intervenants vous expliqueront comment, pragmatiquement, au quotidien, ils font leur métier et les freins qu'ils rencontrent et aussi ce qu'on appelle les facteurs clés de succès qui ont généré la carrière de l'entreprise, le succès de leur entreprise. Voilà. Donc moi-même, je suis Laurent Pontainier. J'ai la chance d'animer un programme gouvernemental qui s'appelle Transition numérique, qui a pour vocation à encourager les PME à passer au digital. Voilà, donc je travaille un petit peu dans cet environnement depuis assez longtemps. Et puis à côté de ça, je fais un peu de business angel et je viens de financer une application qui est visible sur le plateau là-bas, qui s'appelle Piston et qui gère les mises en relation. Je vous encourage à les découvrir. Voilà. Donc j'ai fait le tour des intervenants et de leur métier. On va parler beaucoup, évidemment, mobilité, beaucoup téléphone. J'ai quelques données qui sont des données métiers, qui sont, j'imagine, inconnues peu d'entre vous, mais quand même, pour vous mettre face à une forme de réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe plus de moyens de faire du digital en dehors du mobile. Alors, c'est pas uniquement du mobile qu'on doit faire, mais en tout cas, il est inconcevable d'imaginer faire de la publicité ou de la communication digitale multicanal, comme on dit, sans parler des mobiles. Parce que le mobile s'est imposé à tous. Et quand on regarde un peu les statistiques de publicité en ligne, on se rend compte que le marché publicitaire français, il est flat en 2016, aucune croissance. Mais si on prend par segment, eh ben, le seul catégorie qui progresse, c'est la catégorie mobile. 10% en 2016, ça représente 32% du marché de la pub. Ça veut dire que si 32% ont pris 10%, c'est le jour du brevet, donc peut-être qu'il y a des gens qui sont bons en maths, ça veut dire que d'autres secteurs ont baissé, et notamment la presse et la télévision. Donc, une chose importante que Damien pourra mettre en avant, c'est que, eh bien voilà, en 2018, la publicité sur mobile aura dépassé la publicité sur Internet fixe. Donc ça veut dire que vous qui êtes des marketeurs, il faut d'emblée intégrer cette mobilité, cette notion de mobilité dans vos plans marketing. Voilà. Et puis une fois de plus, c'est dur à dire, mais la France est en retard, ce qui pose beaucoup de problèmes, puisque vous savez que maintenant avec l'Internet, le monde est plat, comme on dit. Ça veut dire qu'on est face à des concurrents de tous les pays du monde. Et quand on est faible en digital, ça veut dire qu'on est faible aussi en business. Donc vous qui êtes au cœur des dispositifs opérationnels des entreprises, allez vers le mobile, allez vers la mobilité, allez vers le digital, accélérez votre digitalisation, parce que c'est là que sera la clé de vos succès. Voilà, donc cet événement, il est bien fait pour ça, puisque vous avez pas mal de conférences intéressantes, beaucoup d'exposants qui sont là pour vous aider à accélérer vos digitalisations. Et puis surtout, vous avez nos deux spécialistes qui seront à l'issue de la conférence, qui va durer une demi-heure, plus 10 minutes de questions, à vos dispositions pour vous donner des informations complémentaires sur leurs offres. Voilà, je vais commencer par le plus jeune des deux, Damien. Damien, tu vas nous dire en 2 mots quel est ton métier, et puis surtout en quoi c'est crucial d'aller aujourd'hui, de faire de la pub sur le mobile et comment la faire. Donc, qu'est-ce que je fais exactement aujourd'hui? Je propose à mes annonceurs, à mes clients, de mettre en place des campagnes mobiles display sur les smartphones des utilisateurs. Je m'explique. Au moment où vous lancez une application comme 20 minutes, Le Figaro, Le Monde, etc., vous avez des affiches publicitaires, c'est-à-dire au lancement, avec la petite croix généralement en haut pour fermer, et des bandeaux publicitaires qui vous suivent au fur et à mesure de la navigation. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais acheter cet inventaire-là pour le revendre à mes annonceurs. Pourquoi le mobile? Aujourd'hui, le mobile, j'en suis persuadé, c'est le meilleur moyen d'être le plus proche
de ses utilisateurs, de ses consommateurs potentiels. Donc en fin de compte, intégrer une campagne mobile dans un plan média prend tout son sens, déjà dans un premier temps. Si la marque a déjà un média, c'est-à-dire un site adapté pour le mobile, et qu'il a une stratégie digitale déjà existante, tester le mobile, partir sur du mobile peut prendre tout son sens. Pourquoi proximité? Parce que la proximité, le mobile va lui permettre en fin de compte de pouvoir cibler très précisément les utilisateurs en fonction de ce qu'ils vont consommer et en fonction surtout de leur localisation. Parce que qui dit mobile dit GPS et qui dit GPS dit automatiquement publicité ciblée. Et chaque personne a un téléphone, donc on est en mesure de toucher chaque personne à l'unité, même au sein d'une même famille. Généralement, il y a un ordinateur pour une famille, alors que des smartphones, si on est 5, la plupart du temps, il y en a 5. Voilà. Il y en a même parfois 6, ou 7. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Moi, je suis donc François Wettaner, je m'occupe... j'ai monté une boîte qui s'appelle AppSmile, dont le propos est de faire en sorte que les gens soient animés au travers de leur vie digitale. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas là pour vendre AppSmile, donc je suis ravi de le vendre, mais c'est l'occasion ou jamais. Mais l'occasion de vendre AppSmile, justement. Tant mieux, donc acheter. Non, mais AppSmile part du principe qu'il est beaucoup plus intéressant de récompenser des gens avant qu'ils achètent plutôt que d'attendre qu'ils s'en aillent pour les récompenser. Donc, on a retourné ce qu'était un programme de fidélisation. On se dit, tiens, le digital au sens large, le mobile en particulier, permet de dire à quelqu'un, vous rentrez en relation avec la marque, vous êtes en relation avec la marque, plus vous êtes fréquemment en relation avec nous, alors plus je vous récompense. Si on poussait à l'extrême notre discours, on pourrait dire que la seule chose qu'il ne faudrait pas récompenser chez un client serait l'achat. L'achat est en tant que tel récompensant, on a trouvé le bon prix, le bon produit, en tant que tel, c'est récompensant. Et donc on a un peu renouvelé le genre, moi je viens des vieux programmes de feed, on a un peu renouvelé le genre, et on est parti du mobile, et je voudrais focuser sur le mobile. Pourquoi du mobile? Parce que moi qui viens du marketing direct, de catalogue, de mailing papier, de cartes en plastique même d'autrefois, le mobile est de très très loin, et c'est pour ça que j'ai basculé là-dedans, le meilleur média de marketing client. C'est ça qui est super intéressant dans le mobile, c'est le mien, ce que tu disais à l'instant, c'est le mien à distance, en chemin et sur place. C'est un média absolument formidable que l'on ne sait pas tellement utiliser pour l'instant. Il y a plein de choses encore à créer. On est, à mon avis, qu'à l'aube de tout ça. Mais il y a un fait certain, c'est que ce canal-là est un canal super intéressant à traiter. Je ne sais pas si ça sera des applications mobiles demain. Je ne sais pas si ça sera juste la contextualisation de votre écran. Peu importe la méthode, ce qui est certain, c'est que l'ordinateur que vous avez dans la poche permet d'interagir avec le contexte et le moment où vous êtes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut, comme tu le disais, être percutant commercialement, quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tous les deux, vous avez des métiers qui n'existaient pas il y a encore 3 ou 4 ans. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, j'ai connu la période où on m'envoyait des emails, on me proposait un service par email, et puis j'avais quoi d'autre? Parfois des SMS. Alors, j'imagine que tout ça, c'est balayé. Est-ce que c'est encore efficace? Qu'est-ce qu'on a comme nouveaux moyens? Aidez-moi à être créatif. Demain matin, moi, je suis marketeur. Je me dis, tiens, je vais impressionner mon boss. C'est pas avec de l'email que je vais le faire rêver. Donc, peut-être que tu peux nous dire ce que tu en penses. Alors, ce que j'en pense personnellement, c'est qu'il n'y a pas de médias, entre guillemets, vintage. C'est-à-dire que tous les médias aujourd'hui sont performants quand ils sont travaillés intelligemment. Il y a des nouveaux médias, des médias comme les miens, c'est-à-dire la publicité sur le mobile, qui se fait au travers d'achats même innovants, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, le média mobile s'achetait à l'époque directement via les éditeurs. Ensuite, il y a les régies qui interviennent. Et aujourd'hui, l'inventaire disponible se met sur des places de marché sur lesquelles on va pouvoir acheter. Donc, l'innovation de la façon de communiquer peut faire l'objet d'aller recruter de nouveaux utilisateurs, d'aller chercher de nouveaux clients potentiels qu'on n'a pas réussi à toucher avec les autres médias traditionnels, que j'entends par traditionnels, qui est un peu plus anciens, qui sont tout aussi performants. Le mailing, effectivement, c'est un média qui est ancien, parce que ça fait des années que ça existe, mais ça marche toujours aussi bien. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on reçoit des mails, ça performe, ça continue, ça marche. Donc, il faut continuer aujourd'hui avec les médias traditionnels qui existent. Ok, je vais continuer avec toi, puis après, je laisserai peut-être François parler de son programme de fidélité. Aujourd'hui, donc, moi, je suis annonceur, je suis confronté à plein d'offres. Il y a Google qui me propose de l'AdWords, il y a Facebook, ça s'appelle, FaceAds, je ne sais pas comment ça s'appelle, Ad Facebook.
comment ça s'appelle ? Facebook Ads. Facebook Ads, voilà. Il y a Bing aussi chez Microsoft. Et puis à côté de ça, j'ai mon agence de com qui me dit achète-moi du display. Donc comment faire ? Où est-ce qu'il faut que je fasse seul ? Où est-ce qu'il faut que je sous-traite ? Ce sont des nouveaux métiers, des nouveaux produits. Comment les gérer quand je suis moi en charge du marketing digital d'une PME ? Alors déjà, le gros problème, c'est qu'on est face à une multitude d'entités susceptibles de pouvoir vous accompagner. Donc effectivement, moi, ma recommandation personnelle, si j'étais un annonceur et que j'aimerais pouvoir intégrer toute une notion d'achat média, j'essaierais de l'internaliser sur ce que je peux internaliser et ce que je peux mettre en place. Donc Facebook et Google sont des médias et en fin de compte des supports qui sont plutôt simples à mettre en place, qui vont pouvoir d'une part aller travailler le digital classique, c'est-à-dire le web, et le mobile. Après, il y a certains métiers qui nécessitent des compétences un peu plus poussées. Et là, pour le coup, c'est là qu'on peut intervenir, nous, sur la partie achat média en programmatique, tout comme des mailers sont spécialisés sur leurs médias et sur leur métier parce qu'ils ont des bases de données qu'ils connaissent, qu'ils ont travaillé avec de la data. Là, pour le coup, ça devient intéressant de sous-traiter cette partie-là parce que c'est des spécialistes du métier. D'accord. Donc ce que je comprends, c'est que quand on touche des plateformes assez généralistes comme l'AdWords, le Bing Word ou la pub Facebook, sous réserve qu'on ait dans son équipe quelqu'un qui comprenne ces modèles, tout à fait, on peut les travailler soi-même. Oui. Bon, même s'il y a des boîtes dont l'expertise, quand on a atteint un certain niveau, permet de le faire. Mais après, par contre, dès qu'on veut faire des choses un peu plus sophistiquées, c'est-à-dire cibler, faire du display comme tu le fais, on a intérêt à passer par un prestataire comme vous, qui achète au meilleur prix et qui vous permettent de faire des études intelligentes de ciblage pour des clientèles qu'on va atteindre en fait. Tout à fait. Tout à fait. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas sous-traiter même la partie achat média sur Facebook et sur Google, parce qu'il y a des agences et des personnes qui sont spécialisées là-dessus. Donc effectivement, pour pouvoir initier et commencer à travailler sur ces médias-là, on peut le travailler tout seul, mais se faire accompagner par des spécialistes. Savoir, moi, je n'en suis pas un pour ces métiers-là, mais ça a du sens parce qu'ils sont en mesure de vous conseiller. Ils ont une expertise qui est très poussée sur ces métiers-là, donc ça a tout son sens même de se faire accompagner, malgré le fait qu'on puisse gérer ça tout seul. Bon, très bien. Donc là-dessus, on est à peu près clair. Donc si je veux faire de la pub digitale aujourd'hui, c'est incontournable de passer par les grandes plateformes que sont Microsoft, Facebook et Bing, puisqu'on est chez Microsoft. Tout à fait. On peut en trouver d'autres si on est vraiment dans le B2B, peut-être avec du LinkedIn ou du Viadeo, en fonction des profils, notamment si on est sur du RH. Bon, ça, on est à peu près clair. Et puis après, quand on veut faire du ciblage du display, c'est-à-dire se faire porter par des acteurs comme les supports papier, les supports de presse, dans ces cas-là, on va aller acheter du display chez vous au meilleur prix et organiser ma campagne en fonction de mon ciblage. Alors, Google propose également de faire du display. Après, nous, ce qu'on va proposer, là je vous parle pour le coup de ma boîte Innovate, la façon dont on travaille, on va proposer des modes d'achat qui vont être un peu plus poussés, un accompagnement aussi pour le coup beaucoup plus important, parce qu'on va faire gérer les campagnes de A à Z pour les personnes avec qui on va travailler. Quand on travaille sur Google, quand on travaille sur Facebook, soit on opère soi-même les campagnes, si on les opère soi-même, là pour le coup, on est lié qu'à nos propres performances et donc à nos connaissances marché. Voilà, dernier point, puis après on passera par là, François. Aujourd'hui, votre modèle économique, c'est un peu comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire que vous facturez, d'un côté, vous ne prenez pas de markup sur l'achat des displays et vous facturez du service pour le suivi de la campagne, ou c'est un programme global, enfin, comment ça s'organise d'un point de vue business ? Nous, les prix, en fait, vu qu'on achète sur des places de marché, les prix sont variables. Ils vont varier d'une seconde à l'autre en fonction de l'espace disponible. Donc, ce qu'on aime bien mettre en place et ce qu'on essaie de faire le plus souvent possible, c'est de mettre en place un fee, c'est-à-dire un pourcentage qu'on va appliquer sur la campagne, qui va nous permettre aux clients d'avoir une transparence complète sur les prix d'achat qu'on va pouvoir avoir. Après, ce n'est pas le cas pour tous les acteurs. Certains acteurs veulent avoir aussi des garanties de prix sur lesquelles ils ne veulent pas dépasser. Donc après, on peut s'engager sur un prix d'achat particulier au coût pour 1000, c'est-à-dire pour un volume d'impression, un volume de visite, un volume de clics, etc. Où là, pour le coup, on définit un prix ensemble et à nous d'aller optimiser la campagne pour atteindre l'objectif client. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Fabien, Damien, c'est qu'en fait, moi j'ai connu la vie d'avant, celle où on allait voir une agence de com ou comment ça s'appelait, un générateur d'achat d'espace, et puis qui vous disait, bah voilà, mets tant d'argent dans le print, mets tant d'argent dans la presse. Le monde Internet a fait que maintenant, il y a plein de spécialistes qui existent, avec chacun un domaine de compétences très, très, très pointu. Et c'est vrai que, alors c'est à la fois plus simple, parce qu'on parle
on gagne en marge, puisqu'on n'a pas un intermédiaire de plus entre soi et l'opérateur digital, mais on gagne aussi en qualité parce qu'en fait, on tombe sur des spécialistes qui peuvent vraiment vous conseiller et ajuster. Et il y a une forte concurrence sur tous ces métiers. Donc c'est aussi, je trouve, un bénéfice pour l'entreprise de pouvoir parler plus facilement aux professionnels avec un meilleur conseil, avec une meilleure concurrence. Voilà. Alors, on reviendra bien sûr tout à l'heure au chemin qui permet aux gens vraiment d'activer ces mécaniques digitales. Je vais passer la main à François pour qu'il nous parle de son service, parce que moi aussi, j'ai vécu l'ancien temps où un client, en fait, une fois que j'avais vendu, moi, je recevais peut-être une carte de fidélité chez Sephora ou je ne sais pas, chez Decathlon, un mailing une fois par an, on me disait, viens faire des courses, tu auras 1 ou 2 euros de bénéfices. Ça, c'était avant. Et peut-être que tu peux nous expliquer comment le digital a créé cette nouvelle idée et comment elle fonctionne. J'ai quelques slides que je peux faire dérouler si tu veux. Je ne suis pas sûr, parce que c'est une conférence que j'avais pu faire il y a quelques temps, mais l'idée qui déroule sur ces quelques slides, c'est de dire qu'il y a une énorme opportunité aujourd'hui à utiliser au sens large la digitalisation des points de vente, au sens très très large. Au sens très large, ça veut dire que bien en amont du point physique, c'est pour ça que c'est au sens large, et bien en aval, cette image montrait ici que en règle générale, en marketing client dans un point de vente physique, on ne traite que les gens qui passent à la caisse. Et si le taux de transfo n'est que de 2%, on est tous certains que ce qui fera le chiffre d'affaires de demain, c'est 98 autres pourcents, c'est dur à dire. C'est ceux qui sont passés qui sont intéressants. Enfin, évidemment, ceux qui ont acheté sont très intéressants, mais il faut qu'on traite les autres. Alors, est-ce qu'on peut les tracer ? Est-ce qu'on peut les tracer contre leur gré ? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut techniquement le faire, mais ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'il est grand temps avec le digital, et notamment au travers du mobile, qui est l'un des canaux qui, à mon sens, est le plus intéressant, de dire, si vous voulez être en relation avec moi, si vous voulez dire que vous êtes en relation avec moi, alors oui, moi, je peux commencer à vous animer, c'est-à-dire vous faire gagner des statuts, des points, des segments, vous gamifier toute la relation. Mais surtout, je peux vous récompenser simplement parce que vous êtes rentré dans mon point de vente, aussi parce que vous avez été au fond de mon magasin, aussi parce que vous avez touché tel produit, que vous êtes passé à la caisse, que vous avez essayé, et que vous êtes sorti en disant que c'était pas mal, quoi. Et pour faire ça, on a aujourd'hui toutes les technos, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on a toutes les technos qui existent. Évidemment, tous les gens qui arrivent dans les centres commerciaux aujourd'hui ont oublié d'éteindre leur balise Bluetooth parce qu'ils ont un kit main libre dans leur bagnole ou parce qu'ils ont un casque Bluetooth. Donc tous ces gens-là peuvent rentrer dans un magasin et on est aujourd'hui capable de réveiller un téléphone qui dort en disant « Bienvenue chez moi, super, si vous rentrez aujourd'hui, je vous offre 3 points ou ce que vous voulez ou un changement de statut ». Et puis on est capable toujours dans la même méthode, Bluetooth et balise beacon, je ne rentre pas dans le détail, mais ça permet d'arroser des zones relativement courtes. Si elles sont trop larges, ça saute dans tous les sens et c'est affreux. Et on est capable de maîtriser la pression commerciale avec ce genre de techno aujourd'hui, c'est-à-dire de le dire une seule fois à une seule personne, à un seul moment et à un seul endroit. Sinon, ça sera absolument affreux. Mais on est capable de lui dire bienvenue, allez voir l'offre qui est un peu plus loin. Je ne fais pas que ça, je fais aussi ça. Et ça, c'est super intéressant. On est capable de solliciter un feedback juste à la sortie du point de vente en disant ça s'est bien passé. Parce que de la même façon, même si la métaphore est jolie, on rentre dans une zone Bluetooth et on en sort. Donc on peut différencier la stratégie en fonction de la géographie, en tout cas de la direction qui est utilisée. Et nous, on croit que si on prend un client en relation avec notre marque de A à Z, on sait que les gens achètent 3 à 4 fois par an dans les magasins. Dans la fringue, c'est 4 fois. En alimentaire, évidemment, c'est 1 fois par semaine. Mais vous êtes déjà content si les gens viennent 2 fois dans votre magasin quand vous êtes un retailer, quoi. Et nous, on croit qu'entre 2 achats, à distance, par tous les canaux digitaux possibles, vous pouvez animer cette relation-là. On peut récompenser quelqu'un qui clique dans un email. On peut récompenser quelqu'un qui partage un email. On peut récompenser quelqu'un qui lance une application mobile. On peut le récompenser s'il va sur votre point de vente physique, sur votre site internet, etc. Et vous avez intérêt à créer tout ce tissu d'animation. C'est plus des signaux d'attention plutôt que des vraies récompenses. On dit tiens, j'ai vu que vous êtes passé, merci, c'est sympa. J'ai vu que vous avez posté, merci, c'est sympa. Et tous ces éléments-là créent un engagement du client vis-à-vis de votre marque qui est super important. Et le jour où, au lieu d'aller chez Sephora, j'irai chez Marionneau,
Je choisirais peut-être l'un contre l'autre, ou l'inverse, en fonction des gens qui sont dans la pièce. Je choisirais peut-être l'un contre l'autre, non pas par le produit, parce qu'on sait bien que Chanel vaut le même prix chez l'un et chez l'autre, on le sait, ce truc-là. Mais j'irais parce que la marque m'aura parlé. Et comme la marque me parle de manière finalement, entre guillemets, gratuite, il n'y a pas achète et tu seras récompensé, il y a viens me voir, parlons ensemble et tu seras récompensé, ce qui est un tout petit peu différent. On est capable de bousculer un peu tous les codes. Alors ça m'intéresse, enfin, c'est intéressant parce que... Alors d'abord, moi je suis assez étonné parce que de ma vie, j'ai jamais été sujet à ça. C'est-à-dire je passe ma vie dans un centre commercial, enfin pas tout à fait ma vie, mais j'y vais parfois, et jamais j'ai été soumis à ça. Alors est-ce que c'est parce que les gens, c'est encore un peu un prototype, c'est parce que les commerciaux sont frileux, mais moi on m'a jamais sollicité par SMS pour me dire va acheter chez Sephora plutôt que chez Marionneau. Ça existe, on n'a pas dit Sephora plutôt que Marionneau, mais Sephora t'a dit viens me voir, si tu viens le mardi après-midi dans mon magasin, ça sera moins cher. Vous savez que les magasins sont vides le mardi après-midi, donc le grand challenge c'est d'avoir du monde à 2 heures dans un magasin. Il n'y a personne, vous pouvez y aller, c'est peinard. Et du coup, les grandes campagnes de SMS qui sont en train de renaître d'ailleurs, parce que le SMS n'est pas mort, autant l'email est en train de partir un peu en vrac, mais autant le SMS n'est pas mort. Les applications mobiles intelligemment construites, c'est-à-dire qui apportent une information, ou en tout cas un bénéfice quotidien. Les applications mobiles qui servent une fois par an sont par nature mortes, mais celles qui apportent un bénéfice quotidien, tous ces outils-là permettent d'animer. Je vous prends un exemple très concret. Imaginez que vous travaillez dans la cosmétique, comme ça on va rester là-dedans, et qu'une application mobile vous dise tous les matins la météo de votre peau. C'est-à-dire en fonction de l'UV, en fonction de l'indice de pollution et de l'hygrométrie, à dire voilà, puisque vous êtes tel type de peau, voilà la crème qu'il faut mettre sur vous. Ça, c'est une application de marque qui vous engage vis-à-vis de la marque, qui vous échange cet engagement contre un vrai service, un service qui est tout à fait concret, et qui vous permet derrière, et surtout qui a l'intention derrière, parce qu'elle n'est pas neutre, cette application, elle a l'intention derrière de vous dire venez chez moi, faites du refill, recommandez, abonnez-vous à tel produit, et si vous avez tel type de produit dans votre salle de bain, mettez tel autre. Ce qu'on appelle le taux de nourriture de la marque, c'est-à-dire la part d'étagère finalement, la part d'étagère dans la salle de bain ou dans un placard. C'est comme ça qu'on fait. On peut tout à fait créer maintenant avec des fonctionnels très simples qui utilisent les datas ouvertes. C'est de l'open data, ça fait mieux de le dire comme ça, mais les datas disponibles. On peut créer produit par produit, univers par univers, des interactions quotidiennes avec des clients. On peut récompenser ces interactions-là. On peut récompenser les gens qui vont au-delà, c'est-à-dire qui agissent, qui concrètement vont voir vos produits ou qui concrètement en parlent à des tiers. Il y a un nouveau produit, il y a un nouveau métier qui est en train d'apparaître. C'est un métier plutôt pour toi, ta génération, mais de la même façon qu'il y avait autrefois de l'acquisition, et on sort de 10 ans d'acquisition chez Google. Donc il faut commencer à penser que la fidélisation, ce n'était pas idiot. Donc il y a le métier d'acquisition, il y a le métier à côté de la fidélisation, et est en train d'apparaître le métier de la viralisation. Il y a des gens qui n'achèteront pas plus de 2 fois par an chez vous, mais qui sont de formidables représentants de votre marque. Et le digital permet de faire ça. Utilisez tous vos canaux, utilisez pourquoi pas vos emails, pourquoi pas vos applications mobiles, pourquoi pas vos points de vente, pour que les mecs se prennent en photo dans vos points de vente. Ça viralise. C'est simple à faire. Encore faut-il l'organiser un tout petit peu. Il n'y a plus de soucis techno, il n'y a plus de barrières. Il y a une petite barrière encore marketing et psycho. Encore faut-il leur donner le petit coup de pouce pour qu'ils s'engagent là-dedans. Alors, une question, c'est que tu parles de boutique, mais est-ce que votre technologie, ou cette technologie au sens large, elle peut aller aussi pour des gens qui sont purement B2B et qui ont des produits qui ne sont pas des produits en linéaire? Alors, on parle beaucoup de boutique, on parle beaucoup de B2C quand on parle de fidélisation, parce qu'il y a un autre mot pour dire ça en B2B. Ça s'appelle la stimulation, la stime des vendeurs, etc. Mais entre la fidélisation du grand public et la stime des vendeurs, ou du B2B, c'est finalement les mêmes triggers, c'est les mêmes approches. En règle générale, on est beaucoup plus généreux en B2B qu'en B2C, parce qu'il y a moins de monde, c'est aussi bête que ça, et parce que les marges sont beaucoup plus élevées. Mais modulo ce point-là, quand on vend en B2B, on fait aussi des plans d'animation commerciale,
des plans de séquence, on met une pression commerciale, et cette pression commerciale peut être relayée par tous les gens qui veulent bien, en B2B, parler de votre marque, venir vous voir, faire une demande de devis, pourquoi pas, et aller autour de la relation. Alors, je vais rebondir sur Damien. Il y a une chose, moi, qui m'intéresse, c'est qu'on parle beaucoup de ciblage. C'est-à-dire Google me dit, je vais pouvoir adresser les gars de 50 ans qui font du golf, qui habitent à Paris, les ménagères de moins de 25 ans qui sont, que sais-je, à Toulouse, blablabla. Mais est-ce que c'est une réalité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment, est-ce qu'avec les outils de publicité digitale, on peut vraiment faire du B2B ou du B2C extrêmement ciblé et pas se disperser, en fait? Est-ce que c'est une réalité? Alors, sur mon métier, aujourd'hui, en display mobile, la réponse est non. Sur d'autres acteurs, comme tu évoquais Google à l'instant, comme Facebook également, eux, pour le coup, travaillent à travers des univers logués. C'est-à-dire que les gens créent des comptes, ces marques-là connaissent l'âge de la personne, ce qu'il fait, où est-ce qu'il circule. Moi, par exemple, sur mon GPS, hier soir, j'ai allumé Google Maps. Il m'a demandé de noter tous les restaurants dans lesquels j'ai été ces 3 dernières semaines. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent qui je suis, où est-ce que je vais, donc ils ont plein d'informations. Donc aujourd'hui, ces acteurs-là sont en mesure de pouvoir targeter précisément du B2C comme du B2B. Moi, sur mon métier, un peu plus compliqué parce que c'est tout jeune, on ne travaille pas dans des univers logués, donc on se base sur la consommation d'un utilisateur. Par exemple, on va pouvoir se dire, une personne B2B va consommer beaucoup l'application BFM Business et Huffington Post. Ça, c'est vrai, il y aura beaucoup de B2B qui vont consommer cette info, sauf qu'il y aura des personnes aussi, des consommateurs lambda classiques, qui sont intéressés par des informations liées au business. Et donc, le risque que la marque a, c'est qu'elle ne touche pas 100% de B2B. Donc, on est en mesure de s'approcher de ça, mais on n'est pas en mesure de le garantir à 100%. Oui, mais alors dans ce cas, le retour sur investissement, il est mieux dans quel cas? Est-ce qu'il vaut mieux dépenser 1 centime du display chez vous ou 25 centimes du clic chez Google? Pour être très transparent avec vous, aujourd'hui, pour un acteur qui commence le digital ou qui veut se mettre sur du mobile, il vaut mieux qu'il aille mettre son argent chez Google pour ça, au début. C'est trop honnête. Il ne faut pas faire ça devant des clients potentiels. Hein. Mais en tout cas, bon, j'imagine qu'il y a d'autres valeurs ajoutées. Alors, à vous deux, j'ai posé une question avant qu'on passe la parole au public. C'est que, d'abord, travailler avec des gens comme vous, combien ça coûte? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut investir pour avoir un truc qui soit un peu décent? Est-ce que le ticket d'entrée, il est à 500 €, 1 000 €, 10 000 €, 100 000 €? Et deuxièmement, quelle est votre cible? Est-ce que vous touchez plutôt des petits commerçants dans ton cas, plutôt des grosses boîtes dans le tien? Et troisièmement, quel est le mode opératoire, quoi? Donc, trois petites questions. Essayez d'être précis et simple. Combien, comment et qui? Alors combien? Il n'y a pas de réel budget à mettre en place pour pouvoir commencer à mettre en place une campagne mobile digitale. Avec nous, j'entends. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à partir du moment où on va décider de se focaliser sur une région particulière, on va être en mesure de pouvoir cibler, toucher la population que l'annonceur souhaite toucher. Et là, pour le coup, il n'y a plus une obligation de toucher en national. Ou pour le coup, si jamais on décide de mettre en place une campagne nationale, il faut un budget conséquent pour être visible, pour avoir une certaine retour sur investissement. En local, les budgets sont beaucoup plus petits. Comment? La question, c'est comment exactement? Qu'est-ce que... Non, comment tu expliquais combien? Comment? C'est-à-dire que comment demain matin je veux faire de la pub, je t'appelle, qu'est-ce que c'est le mode? Je réfléchis d'abord à qui je veux cibler, comment gagner du temps pour être efficace. Alors aujourd'hui, chaque annonceur sait déjà qui il veut toucher, donc il va nous faire une recommandation, nous demander, nous briefer sur ce qu'il veut mettre en place exactement. Nous, notre première recommandation, c'est si jamais on veut partir sur du mobile, il faut avoir un site internet qui est adapté au mobile ou une application mobile. Je ne préconise pas de partir sur une campagne mobile avec un site qui n'est pas responsive, qui généralement est déceptif pour les utilisateurs, qui se retrouvent sur des sites sur lesquels ils doivent zoomer, scroller dans tous les sens. Ce n'est pas forcément très pratique et c'est plutôt déceptif. Et après, à partir du moment où on a le support qui correspond, il faut avoir des créas percutantes. C'est-à-dire peut-être avoir plusieurs jeux de créa pour pouvoir anticiper une optimisation en fonction de scénarios qu'on veut mettre en place, faire des learning et ensuite pouvoir avancer sur les lignes de publicité avec le ciblage qui est performant, la créa qui est performante pour pouvoir se focaliser sur ce qui a le meilleur retour sur investissement. Merci. Alors même question, François, comment, combien et qui?
Alors, je vais le faire à l'envers, par plaisir. Dire qui on cible nous et à qui on s'adresse. Nous, on travaille en fait sur 3 grands marchés. Le premier qui est le plus évident, c'est la distribution au sens large, le retail au sens large. Il y avait des vieux programmes de films, on essaie de les remoderniser et de les porter sur tous les canaux. Au premier élément, la distribution. Deuxième grande cible pour nous, qui est super intéressante parce qu'elle est en train d'exploser sur notre univers, c'est tout ce qui est marque. Les marques ne connaissent pas leurs clients, elles savent, elles ont des panels, mais elles n'ont pas l'adresse ni le prénom de leurs clients. Et en effet, en cosmétique, en pet food, dans cet univers-là, c'est super intéressant pour les marques de reprendre la main. C'est évidemment les Nespresso et tout ça qui ont commencé, mais c'est intéressant d'avoir ça. Et troisième cible que l'on adresse, c'est tout ce qui est presse, qui est en train de passer du papier évidemment au digital, avec une vraie perte d'inventaire, pas d'inventaire, mais en tout cas de rentabilité du display. C'est-à-dire que les espaces dans une application mobile sont moins bien vendus, enfin vendus en tout cas moins cher que évidemment un encart 4x3 dans un magazine. Donc on adresse ces 3 cibles-là. Et dans les 3 cibles, comment on leur dit nous on fait 2 choses. On propose à la fois un outil qui permet de récompenser les actions des clients, mais on fait surtout du marketing. C'est-à-dire qu'on a une boîte qui est un peu hybride là-dessus, on est sur 2 pieds, où on dit qu'est-ce qui est pertinent de récompenser dans les actions de vos clients? Et on répond nous-mêmes, on pré-répond à cette question. Il y a 3 familles de choses qui sont super pertinentes. C'est la data, c'est dites-moi qui vous êtes. Par exemple, dans un site de e-commerce, rentrer des adresses ou rentrer une carte bancaire et savoir combien il y a de personnes au foyer, c'est super intéressant. Donc la data est une notion qui est récompensable. Il faut maintenant dire aux clients, si je vous demande cette data, c'est pour en faire quelque chose et je suis prêt à vous récompenser pour ça. Dans la data, il y a un truc qui est toujours rigolo à dire, c'est qu'être marié a une durée de vie de 7 ans. Donc c'est une data qu'il faut renouveler. Quand on a 25 ans, enfin quand on a 30 ans, pardon, avoir un gosse, ça a une durée de vie, cette data-là, de 3 ans. La probabilité que vous en ayez un deuxième est très forte. Et donc, du coup, que les besoins changent sont très, très importants. Je vous dis ça pour illustrer que la data n'est certainement pas quelque chose de figé. Il y a 400 000, je crois, ou 500 000 déménagements par an. Il y a plein d'informations sur la data qui sont récompensables une fois que vous avez engagé quelqu'un. Ça, c'est la première famille qu'on essaie dans le comment, on définit qu'est-ce qu'on veut savoir en data et qu'est-ce qu'on veut récompenser. La deuxième famille, c'est les usages, donc data usage. Les usages, c'est basé d'abord sur la fréquence. Plus vous êtes en relation avec ma marque, plus je suis content, donc plus je vous récompense. Et donc c'est un axiome de la communication. Communication, c'est répéter, communiquer, c'est répéter. Et donc récompenser les usages. Venez me voir, aller assez loin. On a ajouté une petite notion dans les usages, c'est la profondeur de relation. C'est plus vous allez voir loin dans mes canaux, plus je suis content. Et puis enfin, troisième famille, donc data la première, usage la seconde, social c'est la troisième, commenter, partager, parrainer, je suis heureux. Moi, ma marque est heureuse. Et donc quand on travaille avec une entreprise, on dit qu'est-ce qui vous intéresse? J'étais ce matin chez Bellambra, donc avec une fréquence relativement faible, évidemment. C'est super intéressant de voir comment on traite une relation entre 2 achats. J'ai été chez Bellambra l'an dernier, j'y retournerai peut-être l'année prochaine. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Et donc là, il y a plein d'informations et plein d'actions que l'on peut mettre en place. Si vous prenez à l'opposé quelque chose comme le magazine Closer, son intérêt, c'est que vous veniez tous les jours, parce que chaque fois que vous venez sur Closer, il y a de la pub à la tonne, c'est comme ça qu'il faut le dire, et vous allez avoir tout le display qui va tomber. Et donc pour eux, l'urgence, c'est la fréquence. L'urgence, c'est la fréquence et pourquoi pas la profondeur, parce que si vous dépassez la homepage de Closer qui vous a déjà tout dit, si vous allez voir l'article, qui est souvent bouleversant, mais pas à ce point-là, alors vous retapez tout le display, tout l'inventaire de la deuxième page. Donc voilà pour vous montrer comment on fonctionne. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que j'ai rien compris. Donc en fait, il faut venir te parler et expliquer ce qu'on fait et tu sauras adapter. Enfin, j'ai rien compris. Du moins, j'ai compris que c'était compliqué. Et qu'en fait, il y avait une vraie valeur à te parler parce que c'est complexe, à défaut d'être compliqué, et qu'il y a une vraie valeur à parler à des spécialistes. Voilà. Je vais vous remercier et je vais passer là. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Après, je fais un petit point qu'on a évoqué ce matin qui a une vision un peu plutôt humaine sur ces aspects digitaux. À moins qu'il y ait des questions dans la salle. Tout le monde est affamé.
Alors, je vais reformuler la question parce que madame est au premier rang sans micro. Et je partage votre point de vue. Elle s'interrogeait sur l'excès de messages qui sont basculés sur les clients, dans les magasins, en stratégie des magasins. Voilà. Est-ce que le trop d'informations ne tue pas l'information quelque part? Alors, tu as forcément une réponse à ça. Moi j'en ai une. C'est que la clé de base et la clé d'entrée, c'est de le faire en opt-in, en permission de marketing, etc. C'est-à-dire qu'il est absolument hors de question de balancer des SMS non sollicités, d'allumer une application si les gens ne sont pas d'accord, de géolocaliser quelqu'un, même si certains le font comme Google, sans qu'ils le souhaitent, etc. Donc la seule vraie réponse à ça, c'est déjà d'obtenir la permission de la personne, et pour pas qu'il vous enlève cette permission, de gérer une pression commerciale. Et il y a un capping qu'on est capable de mettre sur le marketing client, comme on met un capping dans la publicité, qui est de dire combien de fois au maximum je m'autorise à solliciter quelqu'un sur la période. Si c'est sur une journée, je vais pas détourner son attention en disant « Piouf, faites ceci, faites cela ». Enfin, il ne faut pas que ce soit un tir au pigeon. Enfin, hein, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Moi, je suis absolument convaincu de ce truc-là. Sinon, la première condition qui est de dire qu'on a la permission va tomber tout de suite. Les gens vont dire arrêtez, vous me noyez là-dessus. Enfin, je crois ça. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Pour moi, la clé, c'est d'une part la pression publicitaire, comme il évoquait à l'instant sur la répétition, mais c'est surtout sur la façon dont on va communiquer avec les utilisateurs. Aujourd'hui, les annonceurs travaillaient de façon assez généraliste le digital, et on se rend compte que de plus en plus, ils vont adapter les créas, adapter leur site internet pour le média du mobile. Et en voyant ça, on constate que suite à leur demande de mise en place de campagnes, de ciblage ultra précis, les performances sont bien meilleures et de mieux en mieux. Les performances sont meilleures avec le temps, s'améliorent avec le temps pour une raison, c'est que à partir du moment où c'est travaillé intelligemment, l'utilisateur n'a plus le côté déceptif de se dire je suis arrosé de publicité. Donc on intègre du capping, on intègre de l'intelligence dans la campagne, et là naturellement les gens sont moins sollicités, moins floudés entre guillemets, comme on peut l'utiliser dans le terme du mailing. Et ça va permettre en fin de compte d'avoir ce ras-le-bol entre guillemets de la publicité qui existe, qui va se réduire de plus en plus. Et en plus, c'est des publicités qui ont tendance à de plus en plus cibler. Si l'offre ne m'intéresse pas du tout, c'est la différence entre le marketing très ciblé et le tout de boîte que l'on peut recevoir, quoi. Moi, j'ai pas de piscine. Vous pouvez m'envoyer tout ce que vous voulez en outil de piscine, ça ne m'intéressera jamais. Enfin, je crois, mais ça ne m'intéressera pas. Avec ce genre d'outils et le digital, on peut dire, vous qui n'avez pas de piscine, intéressez-vous, je sais pas quoi, à un jardin ou à un pot de fleurs, mais à autre chose, quoi. De toute façon, ce qu'on constate quand même, c'est que, philosophiquement, c'est très intéressant tous ces nouveaux métiers. D'abord, c'est qu'il y a une espèce d'effervescence intellectuelle pour créer des boîtes, des start-up tous les jours dans tous ces domaines du digital, du marketing digital, voilà. Mais qu'il y a aussi un phénomène darwinien qui fait que finalement, on finit par s'adapter. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, effectivement, comme il l'explique, c'est que les annonceurs se rendent très vite compte s'il y a de la désillusion et de la répulsion. Si vous arrosez un client et qu'il ne vient plus, ils le savent tout de suite. Donc, en fait, tout se module, tout se modère. Et en fait, il faut avoir assez confiance dans les technologies. D'abord parce que maintenant, on a des datas très, très fines. Et ça veut dire que lorsque ils sentent que ils vous perdent, immédiatement, ils inversent le tir. Donc, je pense qu'il faut avoir assez confiance. Il ne faut pas penser qu'on va trop solliciter. Si on est bien accompagné par des spécialistes, on ne sera pas sollicité. Moins, du moins, et intelligemment. Il y avait un point que je voulais évoquer en conclusion, c'était parce que ça me paraît très important, et puis on est très concerné par ça, à la fois au gouvernement, à la fois avec la DTEM, c'est l'aspect humain et un peu générationnel de ces nouveaux métiers. Quand on parle avec les entrepreneurs comme vous, les PME, des gens qui ont plutôt la génération de 40 à 50 ans, il y a une espèce de phénomène qui s'est inversé, c'est qu'avant, quand on rentrait des jeunes dans l'entreprise, c'est nous qui leur apportions le savoir. On les intégrait, on leur expliquait le métier, en espérant qu'ils fassent bien le boulot et qu'ils reprennent le nôtre. Voilà. Donc il y avait une transmission top-down, comme on dit, du sachant vers l'apprenti ou vers le stagiaire ou vers le nouvel employé. Maintenant, sur ces nouveaux métiers, c'est le contraire. On se rend compte que les entrepreneurs établis sont complètement perdus par rapport à ces nouveaux métiers. Ils intègrent des talents d'écoles du digital, marketing, commercial, d'ingénieurs.
Et ces jeunes-là, ils ont été élevés dans l'Internet et ils ont une compréhension de ces modèles que nous, on n'a pas. Et c'est assez perturbant de devoir apprendre d'un apprenti. On devient l'apprenti de son apprenti. Et donc, c'est toute une démarche intellectuelle qui est très complexe à gérer, parce qu'effectivement, il faut être prêt à écouter et à penser que voilà, ce savoir-là, il est né de leur vie. Ils sont nés avec un téléphone mobile dans la main. C'est la génération, je ne sais plus quoi, Y, Z, j'en sais rien, Oméga. Mais il faut accepter que toute cette chose-là qui nous paraissent un peu surnaturelle, eux, ils le maîtrisent. Donc, nous, on milite beaucoup pour que, effectivement, les entrepreneurs d'aujourd'hui intègrent rapidement ces spécialités digitales. C'est vraiment une autre philosophie qui est fondée sur leur vie, sur leur parcours pédagogique, leur usage personnel de l'Internet. Et je vous encourage vraiment à bénéficier de ces savoirs parce qu'on a beaucoup à en apprendre et à gagner du temps. Parce que ces gens-là, ils seront parlés à ceux-là, alors que nous, parfois, on n'est pas très à l'aise pour le faire. Voilà. Donc, je vous remercie tous les deux pour cette présentation. Vous êtes à la disposition des gens, bien sûr, pour renseigner, pour développer vos offres. Je vous encourage à assister à d'autres événements sur la journée, à visiter les stands. Et je vous souhaite une bonne digitalisation. Merci. Merci. On a un stand tout au bout du bout, si vous voulez. On a un coin.